Donc, dans le chapitre là, nous allons voir les notions de formulaire. Donc, pour les notions de formulaire, vous en entendez parler depuis la première année ou le premier cours de développement, et vous les avez déjà utilisés. Là, nous allons simplement voir dans Angular comment est-ce qu'on utilise les formulaires. Parce que depuis le départ, nous manipulons des inputs, etc., mais sans les organiser dans un bloc de formulaire. C'est parce qu'il y a certaines particularités, même si en partie nous avons presque utilisé les templates driven formulaires, les formulaires basés sur les templates. Donc, ce sont des outils graphiques que vous créez en utilisant le langage HTML, notamment la balise forme, et qui va permettre à l'utilisateur de saisir des données et de les envoyer vers une autre page ou une autre base de données ou ici vers un autre composant ou en direction du code métier qui va le traiter. Donc, Angular vous facilite ici la récupération des données, la validation surtout et le contrôle des valeurs saisies avec la gestion des erreurs. Donc, nous allons voir, dans Angular, il existe deux types de formulaires. Il y a ce qu'on appelle les template driven form et les reactive form. Nous allons voir après. Bon, ce sont les template driven form qui sont les plus utilisés parce que les plus simples. Bon, parce que dans la partie sur les reactive form, il y a beaucoup de code qu'il faut écrire du côté TypeScript, notamment les contrôles liés, les contrôles donc au, voilà, vous allez voir, voilà. Donc, dans les templates form, vous allez créer votre formulaire dans le template, donc dans la vue. Donc, l'analyse pour comprendre les différents inputs pour permettre à disposition, donc pour mettre à disposition le contenu. Tandis que dans les reactive form, vous verrez, le formulaire est créé en TypeScript quasiment. Donc, et dans le template aussi, bon, et puis vous faites la liaison manuellement. Et cette approche est vraiment beaucoup plus complexe. Ce qui fait que vous retrouvez presque beaucoup plus l'utilisation des templates que des driven forms, même si que des templates que des reactive forms. Donc nous allons voir. Maintenant, il faut retenir que, bon, template ou reactive form, il y a des éléments que ces deux types de formulaires partagent. Donc, que vous ayez des formulaires réactifs ou bien basés sur les modèles. Donc, vous avez par exemple form control que nous allons voir. Form control est un élément qui va permettre de suivre l'état de validation d'un contrôle. Par exemple, s'il s'agit d'une zone, de voir est-ce qu'on a saisi quelque chose là-bas. C'est les validations. Ou bien si, par exemple, dans une zone, on doit saisir l'âge, de ne pas saisir 0 comme âge, ou 1 ou 2, etc. Donc, les contrôles sur l'état. Voir aussi, est-ce que l'utilisateur a cliqué sur l'input, les états. Est-ce qu'il a saisi quelque chose, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est form control, nous allons voir, qui permet d'avoir une idée sur l'état de l'input ou bien de l'élément qui s'affiche du côté XML, HTML auquel donc, le form control est lié. Ensuite, vous avez aussi form group. Form group donc, va permettre de suivre l'état d'une collection de contrôle, donc de contrôle du formulaire. Ici, quand on parle du contrôle, c'est les inputs, etc., les éléments d'interaction du formulaire. Ensuite, vous avez aussi form array qui est par exemple utilisé dans les formulaires surtout réactifs. Vous avez des formulaires dynamiques où à un moment donné, vous pouvez cliquer pour ajouter d'autres inputs. Ça, c'est ce qu'on appelle les formulaires dynamiques que nous allons voir. Alors, par exemple, on vous permet de cliquer sur un plus pour ajouter d'autres inputs pour saisir une autre adresse ou un autre numéro de téléphone. Donc, form array permet de suivre l'état d'un tableau de contrôleur de formulaire. Vous avez aussi control value accessoire qui crée donc des points d'entrée entre les instances de forme contrôle et les éléments natifs. Bon, ne vous en faites pas, nous verrons des exemples pratiques et des détails sur ce que sont ces cartes-là. Donc, dans un premier temps, nous allons commencer par utiliser les templates driven form. Donc, pour les templates driven form, nous les avons quasiment déjà vus. Sauf peut-être que ce n'est pas aussi formel que dans un formulaire. Là, c'est Angular qui va presque faire tout le travail. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et là, on utilise ngModel pour lier les données avec une instance ou des variables dans le code métier. Donc, pour cela, vous devez importer dans les modules, form module, puisqu'on utilise ngModel, nous l'avons déjà fait. Donc, et les liaisons et validations aussi existent dans le modèle. Nous allons voir comment valider.
Le modèle aussi peut devenir rapidement complexe avec des conditions de validation aussi qui peuvent être complexes. Donc, pour utiliser les reactive forms, ce que nous avons fait, heureusement, nous l'avons déjà. Il faut aller dans appmodule.ts et vous importez forme module. Normalement, vous l'avez déjà. C'est ce qu'on a fait depuis, voilà. Sauf qu'on n'utilisait pas les formulaires. Ensuite, nous pouvons maintenant utiliser donc ngModule pour faire le lien entre les zones d'entrée et les variables qui sont dans le code. C'est déjà fait. Ce qui reste, c'est de transformer ceci en formulaire, simplement. Voilà. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on avait là-bas même? Voilà, ici, on avait simplement le guide qui encadrait donc les zones de saisie et le bouton. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement rajouter un formulaire qui va les encadrer, comme dans un formulaire HTML normal, simplement. Et là, on rajoute forme. C'est seulement la chose, la balise qui les encadre, mais avec ici une nouvelle chose. C'est que quand on utilise les templates formulaires, driver form, on peut déclarer une variable ici qui reçoit un paramètre ici ngForm obligatoirement et qui va permettre de contrôler l'état du formulaire. C'est-à-dire quelles sont les valeurs saisies, etc. Ça, c'est une nouvelle chose que l'on appelle aussi variable de formulaire, forme variable, et que l'on déclare avec dièse, avec n'importe quel nom, mais qui reçoit ngForm. Et dès l'instant que vous le faites, la variable login form va permettre à tout moment de récupérer l'état du formulaire. Est-ce que le formulaire est valide? Est-ce que le formulaire est invalide? Est-ce qu'on a saisi les valeurs? Quelles valeurs on a saisi? Tout est dans login form. C'est pourquoi, par exemple, ici, pour afficher les valeurs, on a simplement affiché login form.value et qu'on a transformé en JSON avec le pipe. Et qui va, au fur et à mesure que vous allez saisir, va vous afficher tout le contenu. Vous avez aussi d'autres variables, donc ici, qui accèdent aussi aux états, etc. Donc, Angular associe donc à chaque formulaire la directive ngForm. Et la directive ngForm va permettre de déclarer une variable qui va permettre de suivre l'état du formulaire. Donc, quelles sont les valeurs des formulaires? Est-ce que les valeurs sont valides ou pas? Est-ce que le formulaire est valide ou pas? Pour cela, vous le déclarez au niveau de la valise form en mettant yes, n'importe quel nom. Le nom ici, bon, par exemple, on l'appelle le form. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais ici, vous devez utiliser ngForm obligatoirement. Voilà. Et là, bon, cela va exporter la directive dans une variable, voilà, du modèle en utilisant ngForm. Et là, l'affichage là, c'est juste pour afficher donc les valeurs qui sont actuellement. C'est pourquoi, par exemple, pour le formulaire de login, au fur et à mesure que vous allez saisir, vous allez voir que vous affichez les informations. Et cette variable-là, elle est intéressante parce que login form.value, vous pouvez le passer en paramètre de la saisie. Là où on récupère, par exemple, les valeurs saisies, vous pouvez le passer en paramètre et récupérer les paramètres dans le code et savoir qu'est-ce qui a été saisi. Donc, on transforme juste le formulaire. Après, nous allons voir comment rajouter la validation. Voilà. Donc, il y a aussi des alternatives que nous allons voir. Bon, on peut utiliser ngModel Group, etc. Voilà. Donc, et mettre aussi une partie qui suit l'état de validité du formulaire pour voir, bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau du formulaire. Donc, dans un premier temps, on transforme juste. Bon, on va le faire pour, peut-être, pour être plus général, au niveau de l'autre formulaire. Le second formulaire, comment il s'appelle encore? Le formulaire où l'on saisit, bon, je reviens à la vue. Qu'est-ce que c'est? Ok, ouais, c'est bon. Voilà, donc je vais l'appliquer au formulaire qui est dans accueil et pas dans login formulaire. Bon, parce que là-bas, on a beaucoup plus, on a comme une, deux, trois possibilités. Comme ça, quand nous verrons les filtres, la validation, nous verrons aussi comment. Donc, je ferme les fenêtres là et je vais aller dans accueil où on avait donc le formulaire qui permettait de saisir un nouveau étudiant. J'ouvre aussi son fichier TypeScript. Voilà. Donc, le fichier HTML et je vais le transformer pour utiliser un formulaire. Donc, le formulaire, il était en haut, je pense, ici. Donc, on avait ici, donc, div, voilà, HR, field 7.
Donc, je vais simplement donc encadrer le field 7 dans un formulaire. Donc, je le coupe, je sélectionne voilà, et j'insère la balise forme. Donc, ici, get ou post, peu importe. De toute façon, ici, il n'y a pas, on ne met pas de button. Forme. Hein? Forme, voilà. Et je mets le field 7 dedans pour avoir un formulaire. Voilà. Et là, donc, voilà pour mon formulaire pour le moment. Donc, normalement, bon, ça ne change rien du tout. Le formulaire doit continuer à fonctionner. Parce que, bon, le reste du code, on n'a rien changé. Voilà, il l'insère toujours. Avec SSD, bon, etc. Bon, sauf qu'ici, pour le moment, il ne récupère pas les valeurs, on va voir. C'est parce qu'il y a une particularité, les names, l'attribut name est obligatoire dans les templates driven formulaires, sinon il ne fera rien du tout. Voilà. Donc, je l'avais effacé, je les avais effacés pour gagner de l'espace. On va devoir les remettre. Les attributs name des inputs. Voilà. Donc ici, dans un premier temps, vous changez, voilà. Mais ici, il y a un élément ici qui est obligatoire, c'est l'attribut name. Donc ici, la directive ng model permet d'identifier les contrôles ASIF et il faut obligatoirement un attribut name pour chaque contrôle. Donc je les avais effacés, c'est pourquoi ici, vous voyez quand j'essaie, je n'ai rien du tout. Donc quand vous utilisez les templates driven form, vous devez utiliser, mettre les names. Donc attribut name pour chaque élément. Hein? Oui. Même? Oui. ID, si, il l'a inséré. Il a inséré l'ID. C'est parce que, bon, dans l'instance qui était de l'autre côté, il y avait l'ID déjà. Mais les autres, il n'a rien récupéré. Donc là, je rajoute l'attribut name égal et je mets le nom. Donc le premier, c'est ID, je mets ID. Bon. Ensuite, pour le nom aussi, je mets un attribut name égal nom. C'est comme quand vous voulez valider une requête alors que vous n'avez pas spécifié les names dans le formulaire en PHP. Et là, je mets nom. Donc, les names sont obligatoires. Et on verra dans les formules réactives aussi. Là-bas, il va exiger que l'on mette les ID, par exemple. Prénom. Bon, non, le bouton, c'est pas la peine. Ensuite, name égale UFR. UFR, voilà. Donc, vous rajoutez un nom à chaque élément. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a rechargé. Si je saisis maintenant, bon, sauf erreur. Vous voyez, donc, les informations sont maintenant insérées. Voilà. Donc, première obligation à avoir. Il faut forcément que vous utilisez, que vous mettez des noms aux inputs ou bien aux éléments, si ce sont des select ou des radio-boutons. Il faut l'attribut name. Pas d'attribut name, vous ne récupérez rien du tout. Maintenant, nous pouvons déclarer au formulaire donc une variable. Oups. Donc, ici. Oh là là, bon, déplacer. Donc, ici, je pense que même si vous écrivez ng form, est-ce qu'il ne le fait pas? Non, il ne reconnaît pas. Bon, donc vous déclarez la variable. Donc, dièse, par exemple, ici, c'est saisie forme. Bon, vous mettez le nom que vous voulez. Le nom ici n'est pas important. C'est une variable simplement, égale ng forme. Voilà. Et là, saisie forme va récupérer l'état du formulaire. Est-ce que le formulaire est valide? Qu'est-ce qui a été saisi dans le formulaire? Tout. Vous les avez. Par exemple, j'affiche login form, saisie forme. Donc, et il est visible dans tout le code, hein, dans toute la page. Voilà. C'est une variable. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit là? Un expect token. Voilà. Pas de dièse plutôt. Voilà. On ne met pas de dièse. Voilà. Et là, si j'entre ici, vous voyez, où est-ce qu'il me l'a dit? Bon.
que je ne me retrouve pas encore avec des... Bon, je vais le déplacer peut-être en bas. Hein? Attends, je fais ça. Oui, je ne le vois pas. Ah, d'accord, il a affiché en haut ici. Pour le moment, il m'affiche objet. Ok, donc c'est bon. Je l'ai affiché à l'intérieur du div, quoi. Et là, par exemple, bon, je vais le... Et si je le transforme en JSON, est-ce qu'il accepte directement sans mettre les valeurs? Bon, non. Donc ici, je vais accéder à un de ces champs. Donc, point, et vous avez l'ensemble de ces variables-là. Form, get control, get error, invalide pour voir est-ce que le formulaire est invalide. Name, bon, ND, submit, on reset, tout ça, les événements. Donc, je prends les valeurs, value, qui sont en cours. Et voilà. Donc, pour que c'est vide pour le moment, vous voyez. Bon, pourquoi l'ID n'apparaît pas ici? Hein? Ah, peut-être le fait que ça soit désactivé. Voilà. Vous voyez? Donc, les champs désactivés, je ne les affiche pas. Donc, au fur et à mesure que je saisis, vous voyez, la variable de formulaire récupère bien les valeurs saisies. Bon, on peut le sortir du bloc ici. Donc, je vais le sortir du div. Par exemple, ici, bon, en espérant que ça va s'afficher comme il le faut. Voilà, donc il l'affiche ici. Vous pouvez le laisser aussi dedans. Maintenant, il y a d'autres propriétés. Bon, pas que value. Je pense que... Voir, est-ce qu'il est activé? Est-ce qu'il est valide? Voilà, bon, on va voir pristine, tout ça, ce sont des états. Bon, par exemple, status, pour voir l'état du formulaire. Donc voilà, le formulaire pour le moment est invalide. C'est parce que je pense, est-ce qu'on n'avait pas des required quelque part? Oui. Voilà, il y avait required. Et quand vous saisissez dans les required, le formulaire va devenir valide. Voilà. Donc là, il dit que c'est invalide, donc l'état. Mais si je saisis là, je saisis encore là, je saisis là. Voilà, le formulaire devient valide, l'état. Donc vous voyez, la variable récupère l'état et les valeurs. Ça dépend de l'attribut auquel vous accédez. Pour le moment, il n'y avait que required. Et là, on voit que le formulaire est... Et là, on peut en profiter pour activer et désactiver le bouton valider. Comme ça, quand le formulaire est invalide, on désactive le bouton valider. Et quand le formulaire est valide, on l'active. Donc, saisiform.status, et là, vous pouvez le faire même dès à présent. Pour désactiver un bouton, c'est quelle propriété? Disabled égale status. Hein? Non, il renvoie valide. Ah, c'est vrai, il ne renvoie pas une variable. Bon, on va voir tout à l'heure. Non, non, disable, il va le désactiver. Je veux le désactiver quand c'est invalide. On verra tout à l'heure. ID. Quel ID? Est-ce que tu as déclaré saisiform? Yes. Est-ce que tu as déclaré dans le forme, regarde dans ta balise forme, est-ce que tu as mis dièse la variable pour la dex? Parce qu'il faut déclarer la variable, c'est ça. C'est comme ça qu'on la déclare. Au début, il a affiché objet. Quand j'ai pas mis par exemple, oui, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Là, c'est bon. On a l'objet ici, c'est bon, c'est nickel. Maintenant, qu'est-ce que tu as rajouté? On met point, CTRL S, on choisit non ou un truc comme ça. Non, non. C'est un objet qui a ses attributs. Tu ne peux pas sortir, regarde, il y a status. Les attributs sont prédéfinis. Tu ne peux pas mettre d'autres attributs qui n'existent pas.
Regarde, c'est ces attributs-là que tu peux mettre. Mais si tu veux mettre un attribut qui n'est pas dans la liste, c'est un objet Angular. Hein? Il est dans la liste, regardez. Hein? Ils sont dans la liste. Par exemple, mes values. Non, ça c'est d'autres, je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort ça. C'est pas ce ne sont pas les attributs de l'objet. Mes values, par exemple, ou bien status, ou submit, ou touch, ou untouch. Tout ça, les attributs là. Là, il est en train de t'afficher tout ce qu'on peut faire avec une chaîne de caractères. ID, il n'y a pas l'attribut ID ici, hein, dans les attributs. Ça, c'est un objet prédéfini. Voilà. Ça marche bien. Pourquoi j'ai pris? C'est parce que tu accédais. Il voulait accéder à saisiform.id, mais l'attribut ID n'existe pas. Les attributs sont là. C'est parce que je ne sais pas vous pourquoi il ne vous a. Voilà, c'est ces attributs-là qui existent. Non, ici tu ne peux pas. C'est pas comme ça qu'on accède au prénom. Là, on verra. Tu ne peux pas accéder au prénom. Le prénom n'existe pas ici. Là, on y accède autrement, quoi. Mais tu ne peux pas. Là, il y a value qui accède au. Voilà. Mais tu ne peux pas accéder au prénom comme ça. Maintenant, quand on met statut, ça met invalide. Hein? Si on met statut, ça envoie invalide. Oui, non, si c'est valide. Non, ça c'est invalide parce qu'il y a les champs required. Remplis les champs et normalement il va t'afficher valide. Là, status. Par exemple, j'utilise status. Puisque j'ai des champs qui sont required, le formulaire est invalide au départ. Mais dès que je vais saisir dans tous les champs, il va m'afficher valide. Là, c'est invalide. Mais si je saisis là, c'est bon. Ensuite, là, c'était required. Là, si je commence à regarder invalide, si je tape un caractère, valide. Là, nous verrons les validateurs tout à l'heure. Hein? Oui, point. Pour récupérer. Point. Avant un statut value, tu vas mettre. Ah oui, c'est vrai, pardon, pas statut. Mais ça, je pense pas. Non, ça. Hein? Value. Ah oui, c'est vrai, c'est dans value. Voilà. Donc là, il récupère le nom, voilà. Là, on verra aussi. Bon. C'est ce que je vous disais au départ, que pour la validation, vous pouvez passer saisiform.value et il y aura l'ensemble des valeurs accessibles par leur nom. Oui? Ah, c'est comme ça, je n'ai rien fait. Oui, il m'affiche les attributs. Ça, vraiment, c'est comme ça que je l'ai eu avec Angular. Je n'ai rien fait. Si, tu l'as. Tu mets contrôle espace. Contrôle espace après le point. Normalement, il vous affiche l'ensemble des attributs. Ça, vraiment, je n'ai rien fait de particulier. Ah. Vraiment, je n'ai rien fait de particulier. C'est après que j'ai installé que je l'ai eu automatiquement. C'est la complétion. Parce que lui, il a le même problème, je pense. Lui, il affiche un ensemble de valeurs. Non, non, c'est après saisiform qu'il faut, après le point, ici. Point, ah non, non, après value, non, non, même moi, hein, c'est pareil. Hein. Après value, il ne me propose rien du tout. Il n'y a que les aspects généraux, quoi, ça. Mais après saisiform, point, fait contrôle espace, normalement, voilà, là, c'est bon. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Pour le moment, bon, il ne reconnaît pas les noms. Donc, si vous voulez aussi afficher donc une valeur particulière, value, et donc vous pouvez aussi donc afficher sa valeur donc en mettant son nom, le nom de l'input. Et là, au fur et à mesure que vous allez saisir, il le récupère. Vous voyez, les templates driven form, formulaire basé sur les templates. Ok.
Donc, vous pouvez aussi, si vous voulez regrouper des contrôles, donc dans un groupe, dans ce cas, on utilise NG model group. Et là, avec le nom là, vous pourrez récupérer l'état du groupe aussi. Par exemple, là, quand vous regroupez deux éléments ici dans un groupe qui se nomme test, si vous le demandez d'afficher les valeurs, vous allez voir qu'il va les regrouper dans une partie test. Donc, NG model group permet de regrouper un ensemble de contrôles dans un seul objet. Ça aussi, c'est possible avec NG model group. NG? Où est-ce qu'on a switch? NG switch. Numéro quel? NG switch. Non, ça c'était les exemples, c'était le switch case ce matin. C'était le NG default, NG switch default. Ça c'était le switch case qu'on avait vu dans les directives ce matin. C'est ça quoi, NG switch default. Ça c'était ce matin. Dans le switch case, la valeur par défaut. Maintenant aussi, bon, au lieu de faire le data binding, vous pouvez écrire seulement NG model, hein, ça va passer aussi. Mais dans ce cas, vous n'aurez pas le data binding. Les valeurs que vous récupérez, souvent quand on met NG model seulement, là on sera obligé de passer login form.value en paramètre de la méthode validée pour récupérer les valeurs comme nous l'avons fait tout à l'heure. Donc attention, là aussi c'est possible. Hein? Ah, c'est ça. Quel celui-là ou bien l'autre? L'autre? Ah, ça marche. Hein? En tout cas, si vous le faites, faites le binding, c'est plus simple. Sinon, là, pour récupérer les valeurs, vous passez en paramètre login faire.value. Et dans le code métier, vous allez les récupérer là. Mais bon, le mieux, c'est de faire le binding dans les deux sens. Mais c'est possible. Bon, ça, c'est, on avait externalisé pour utiliser les attributs, ce que nous avons déjà fait. La liaison. Où là, on a créé un objet là, pour le lier avec ces attributs. Bon, ça, c'est ce qu'on a fait depuis ce matin. Maintenant, comment suivre l'état de validité du formulaire? C'est là où c'est intéressant. Parce qu'en plus du binding dans les deux sens, NG model va permettre de savoir est-ce qu'un input ou bien un contrôle a été touché. Si on l'a touché, est-ce que la valeur a changé ou pas? Et si la valeur a changé, est-ce que la valeur saisie est valide? Ça, c'est ce qu'on appelle le suivi de validité qui permettra de savoir est-ce que le formulaire est valide ou pas. Donc, vous avez form control qui est une classe bootstrap qu'il faut utiliser. Donc, nous l'avons déjà utilisé. Voilà. Donc, on a aussi NG untouch. Donc, voilà. Donc, NG model met à jour le contrôle avec la classe, des classes SS prédéfinies comme form control. Vous avez aussi NG untouch et touch qui permettent de savoir qui, quand vous l'appliquez à un champ, permet de savoir est-ce que le champ a été touché ou pas. Touch untouch. Vous avez aussi NG pristine dans la classe Angular qui, quand vous l'appliquez à un champ, voilà, qui permet de savoir est-ce que le champ est vide ou pas, avec pristine et dirty. Vous avez aussi NG invalide et valide qui permettent de savoir est-ce que le champ est valide ou bien est-ce que le champ est invalide. Donc ça, ce sont les contrôles, voilà, ou les éléments qui sont utilisés pour connaître l'état de validité du formulaire. Voilà. Donc pour cela aussi, bon, on va voir. Il faut rajouter, vous pouvez rajouter donc des alias ou bien des variables au niveau des formulaires pour gérer leur validité. Donc pour cela, vous déclarez des variables, une variable pour chaque input qui va permettre de récupérer son état. Chaque contrôle, bon, je dis input, mais cela peut aussi être des boutons, rayons, des listes, etc. Donc dièse la variable. Et cette variable va récupérer l'état du contrôle. Est-ce que c'est valide? Est-ce qu'on l'a touché? Est-ce que c'est vide? Etc. Comme cela, vous pourrez après rajouter le code qui va permettre de le valider ou bien d'afficher un message d'erreur si la saisie n'est pas valide. Comme par exemple, quand le champ est requis, ne peut pas être vide, vous pourrez afficher que la saisie est bon, que le champ ne peut être vide. Les messages là, on vous affiche en rouge.
Bon, voilà, alerte en bas ici pour dire que le champ est peut-être vide ou la saisie obligatoire, bon, etc. Là, sous Angular, avec les contrôles template, si vous voulez contrôler un contrôle, déclarer une variable qui gère son état, en mettant yes ou non. Et là, ça suffit à mettre après le code. Par exemple, ici, pour le login, si l'on suppose, par exemple, bon, c'était le cas de la zone de saisie, que le login doit absolument être un email, et ne peut être vide. Là, on peut utiliser les expressions régulières, que je pense que vous avez vu, pour insérer ici, au niveau du formulaire, vous voyez ici, au niveau de l'email ici, on a input class, donc forme contrôle, il faut mettre type email. Ensuite, quel est le nom? Le nom est obligatoire. Là, on déclare la variable pour obtenir donc la référence de ngModel pour cet input. Donc, la variable est ngModel. Ensuite, là, c'est le binding qu'il y avait là-bas, on va voir tout à l'heure. Ensuite, vous déclarez un pattern qui valide l'email. C'est les patterns, c'est les expressions régulières. Je pense que vous avez vu à un moment, peut-être aussi, les expressions régulières. Ensuite, on a requires. Donc, le champ est valide si c'est une adresse email. Donc là, vous avez le contrôle. Et s'il y a quelque chose. Maintenant, pour mettre le contrôle qui va afficher, est-ce que c'est valable ou pas? On teste ici. NGF, est-ce que input login.touch, est-ce que le champ a été touché? Si le champ a été touché, est-ce qu'il y a eu une erreur? S'il y a eu une erreur, est-ce que c'est l'erreur require? C'est lié à require? C'est le sens de ce point d'interrogation point. C'est les paramètres optionnels là qu'on avait vu, juste pour voir ici. Si input.error est différent de nul, on récupère ici l'état de require. Est-ce que c'est require qui a provoqué l'erreur? Si c'est le cas, on affiche que le login ne peut être vide. Sinon, si l'erreur vient du pattern, c'est-à-dire que l'adresse email saisie n'est pas le bon, on affiche que l'email saisie n'est pas valide. Et là, c'est comme ça que l'on met des contrôles sur l'ensemble des inputs. C'est ce qui fait que quand vous touchez un input, vous saisissez, en temps réel, on vous dit est-ce que la saisie est valide ou pas. Avant que vous cliquiez sur le bouton se connecter. Maintenant, dans les formulaires réactifs, là, ceci va s'écrire donc dans le code TypeScript. Donc, nous allons mettre un contrôle juste pour. Voilà, donc là, c'est juste. Bon. Avant de voir les formulaires React, je ne sais même ça si on aura le temps. Donc, on termine avec. Comme ça, demain, on terminera. Donc là, on va mettre, par exemple, ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici comme. Voilà. Par exemple, on exige que le nom, que la taille du nom ne peut être inférieure à 5 caractères ou 2 caractères. Normalement, il n'y a pas un nom qui fait. Nom de personne qui fait un caractère. C'est pas bon. Le nom d'une personne, normalement, c'est au moins 2 caractères. Bon, il y a Ba. Non, Ba. Ba, c'est BA. Mais au moins 2. Mais un nom le nom d'une personne, nom de famille ne peut pas être une seule lettre. En tout cas, j'en ai pas encore vu. Donc, on va dire au moins 2. Comme ça, on va faire ce contrôle. Donc, on l'applique au champ. Non, regardez ici. Donc, pour cela, la première étape, je vais déclarer une variable qui va me récupérer son état. Donc, dièse, par exemple, input nom. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Égal. Et là, ici, attention, on utilise donc, comment ça s'appelle encore? ngModel et pas ngForm. Hein? Dièse input égale ngModel. Voilà. Donc, c'est ça seulement que j'ai rajouté pour le moment, rien d'autre. Je suis allé au niveau de l'input nom que je souhaite contrôler. J'ai déclaré une variable qui reçoit ngModel qui va me permettre de récupérer son état. Et si vous l'affichez comme avec saisisform, vous allez voir son état. C'est la démonstration que vous avez eue ici avant, où l'on avait simplement affiché donc class name. Par exemple, on l'affiche. Comme ça, vous allez voir. Donc, input name. Et là, je vais donc afficher donc la variable input nom, donc point class name. Et là, ça va vous afficher tout ce qui concerne, bon,
C'est un attribut. Bon, donc, class name. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Input non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, je ne mets pas, pardon. Enlevez le ng model. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il faut mettre ng model? Bon, on va voir après. C'est pour récupérer l'état, je pense. Donc, dans un premier temps, vous déclarez la variable seulement. Vous ne mettez pas ng model. Ensuite, on affiche à la ligne, j'ai affiché à la ligne numéro 14, comme vous pouvez le voir, input non. Ça va permettre, vous voyez, il affiche l'état ici. Donc, j'ai forme contrôle, un tâche. Il a détecté que je ne l'ai pas touché. Il a aussi détecté ng pristine. Voilà, pour dire que c'est vide. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il dit que c'est valide. Il n'y a pas require. S'il y a require, je ne sais pas pourquoi il met valide. Bon. Donc, je vais venir maintenant saisir. Et dès que je tape D ici, vous voyez ici, il m'affiche maintenant forme contrôle, ng untouch, pristine. Bon, je vais changer. Voilà, il change, dirty, que ça a été touché, valide et touch, que je l'ai touché. Il récupère l'état, quoi, automatiquement. Voilà. Et au fur et à mesure, il peut valider pour voir est-ce que la zone est valide ou pas. Voilà. Donc, la variable avec ses attributs. Je vois maintenant pourquoi il m'a mis ng valide ici, alors que ici je clique autre part. Oui, en fait, au départ, il met, mais dès que je clique quelque part, il détecte que la zone est invalide après la saisie. Ok. Donc ensuite, maintenant ici, il faut, pour obtenir donc la référence du ng model, vous y affectez ng model. Mais je pense qu'il ne va pas aimer que vous affichez le class name là-bas. Donc input name égale ng model. Voilà. Et là, automatiquement, bon, il va râler là-bas. Vous pouvez l'enlever. Je pense que je l'avais enlevé. Donc ici, je n'affichais que la validité. Donc, point, voilà. Maintenant, quand vous mettez égal à ng model, bon, il s'agit d'un autre objet. Là, vous avez contrôle, dirty, disable, enable, error, get error. Est-ce que c'est invalide, disable, bon, etc. Par exemple, si vous affichez status, vous pourrez voir est-ce que, voilà, là, il détecte que c'est invalide. Mais dès que vous saisissez, vous voyez, ça devient valide. Donc, l'état est bien récupéré. Donc, pour contrôler un input, déclarer une variable dièse, le nom égale ng model. Ensuite, maintenant, tout à fait en bas, pour ne pas se perdre, donc je vais mettre le contrôle. De toute façon, il y a une classe Bootstrap que l'on utilise dans le cas où un input est invalide. Is quelque chose valide, j'ai oublié, dans les formulaires. Et qui encadre l'input en rouge même. Input valide ou invalide ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je pense que c'est Bootstrap is 1. Oui, bon, comme tout le monde. Hein. Je pense que c'est la classe is invalide. Ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon, on ne peut pas tout. Bootstrap contient tellement de choses. Voilà. Donc ici, je vais gérer cela. Donc, je vais d'abord voir est-ce que donc la zone a été touchée. Si ça a été touché, est-ce qu'il y a une erreur qui vient de require? Bon, je peux aussi faire un test pour voir est-ce que donc bon, comment mettre, est-ce qu'on peut mettre une autre condition ici sur la longueur, à moins peut-être avec les design patterns. Et ça, je ne me souviens vraiment pas. Comment imposer que la longueur d'une chaîne ne fasse pas moins d'un certain caractère. Vous avez vu les expressions régulières? Vous n'avez jamais vu? Oui, ce sont les mêmes, c'est le même format.
Bon. Vraiment, je ne me souviens plus de comment est-ce qu'on impose avec un pattern que la taille d'une chaîne de caractères ne fasse pas moins que bon. On va seulement contrôler donc le champ required pour le moment. Bon, après, je vais regarder dans Google l'expression régulière pour voir comment contrôler que la longueur d'une chaîne, voilà, ne fasse pas moins de 2 caractères. C'est possible avec les design patterns. Donc, ici, je vais donc, comme nous l'avons fait ici, utiliser un div. Voilà. Ensuite, ngIf. ngIf. Voilà. Et là, je vais lui dire, donc, ma variable input form, input nom, point touch. Est-ce qu'on l'a touché? Est-ce qu'on a touché? Voilà, on a détecté qu'on a touché donc le champ nom. Si c'est le cas, je vais encore mettre un div ici. C'est là où je pense qu'on utilise bon, small pour avoir les petits caractères de petite taille. Classe égale donc. Bon, on va voir tout à l'heure. Donc ici, je regarde ngIf encore. Est-ce qu'il y a donc une erreur? Donc input nom point error. Voilà. Donc là, je vais regarder. Est-ce que l'erreur c'est required? Require. C'est required au lieu de require. Bon, le point d'interrogation, bon, vous pouvez le mettre, c'est juste pour voir est-ce qu'il y a une erreur. Bon, par prudence, vous pouvez le mettre aussi. Et là, je vais. Non, il n'y a pas de S. Et là, si c'est le cas, je vais afficher que le champ ne peut être vide. Ne peut être vide. Voilà. Je pense qu'il y a une classe Bootstrap que l'on appelle la classe isInvalid. Bon, j'essaie au moins. Là, vous voyez, donc, quand je clique, vous voyez, automatiquement, quand je clique et que je ne saisis rien, il m'affiche que le champ ne peut être vide. Maintenant, après, il faut, si je saisis quelque chose, vous voyez, pas de problème. Mais quand c'est vide, il me dit que le champ ne peut être vide. Maintenant, vous pouvez l'associer avec, donc, mettre une classe ici. Quelle classe on a? Classe textDNG, par exemple. Égal à textDNG. Pour mettre le texte en rouge, quand ce n'est pas valide, regardez. Quand c'est invalide, voilà, ce champ ne peut être vide. Voilà. Automatiquement. Maintenant, vous pouvez donc, je pense que c'est la classe ici. Bootstrap class is invalid. Bootstrap. Is invalid class. Voilà. Je pense que c'est ça. Je vais voir avec Angular comment le combiner. Comment les combiner, pardon. Voilà. Is invalid. C'est ça, c'est cette classe. Et là, qui améliore le design en encadrant la classe. Voilà. Voilà. Je pense qu'il l'a utilisé ici. C'est vrai. Il y a deux directives que j'ai oublié de vous montrer ce matin. NG class. C'était à la fin du chapitre de ce matin. Donc, je teste si c'est invalide. Donc, input. Je vous montre au moins l'aspect de la classe que je veux utiliser.
Après, normalement, il ne faut l'utiliser que quand le formulaire est... C'est cette classe-là, is invalid. Et qui n'est pas mal en termes de design aussi. Bon, pourquoi elle ne l'applique pas? Mais il y a une autre classe après. Oui, il y a une autre classe. Donc, je le ramène là-bas. Voilà, vous voyez, c'est cette classe, vous voyez, c'est cet aspect-là. Ça, c'est Bootstrap qui le fait automatiquement. Quand un formulaire est invalide, il vous met cet encadré rouge-là, jusqu'à ce que cela soit valide. Mais ici, bon, il faut l'activer uniquement quand le champ est invalide, la classe là. Et quand le champ est valide, vous l'enlevez. C'est ça quoi, l'encadré rouge là. Il n'est pas mal en termes de design. Et il est très indicatif. Hein. Si l'utilisateur le voit, il saura que le champ est invalide. Donc c'est la classe isInvalid. Oui, dans le formulaire. Small, ok. C'est ça, small. Maintenant, pour isInvalid, il faut le conditionner à la validité donc à la validité du, comment on appelle encore, de l'input. Et pour la validité de l'input, vous récupérez donc le statut. Donc, je vais voir. Donc j'ai deux petits contrôles. Et oui, il y a, bon, est-ce qu'il y a isValid? Bon, il y a status, peut-être valide. C'est une propriété peut-être booléenne. Si c'est le cas, ce serait tant mieux. Oui, c'est une propriété booléenne. Ok, d'accord. Je vais mettre ici. Ou bien j'utilise ng class. Ng. Comme lui, il l'a fait ici. Oh là, le codage. Voilà, on va vérifier. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Normalement, voilà. Là, il détecte que c'est invalide. Et quand je saisis, voilà, c'est valide, c'est vert. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est Bootstrap qui le fait. Par exemple, là, il a détecté c'est valide. Il vous met ça. Mais quand c'est invalide, voilà, automatiquement, ça devient rouge. Ça, en termes d'indication, c'est bien pour l'utilisateur. Et ça, c'est du Bootstrap. Et dès que vous saisissez, vous voyez, c'est valide, pas de problème. Et là, même, vous avez donc cet élément vert là qui vous indique que le formulaire est valide. Donc, pour cela, on utilise ngClass. C'est une directive qui permet d'imposer une classe selon une condition. On dit par exemple que la classe de cet input, c'est isInvalid si jamais l'input est invalide et qu'on l'a touché. Et que la classe, c'est
is invalide si jamais, ou bien si cette condition n'est pas répétée, la classe qui sera appliquée à l'input, ce sera is valide. Si l'input est valide, voilà. Voilà, et ici c'est aussi bon. Voilà. Hein? Attends, j'ai réduit la taille. Format document. Voilà. Je pense que je l'ai synchronisé dans mon répertoire Git. Vous allez sur Git, si vous recherchez mon nom, vous trouverez le projet là-bas. Hein? J'ai pas compris. Hein? Ah, avant, ok. Mais pour le code, je synchronise automatiquement avec mon répertoire Git. Si vous allez sur Git, vous recherchez OSAL 751, vous aurez le code là-bas. C'est disponible actuellement. Je viens de synchroniser. Git. Donc, allez sur GitHub. Et normalement, vous avez donc le code automatiquement 751. Normalement, si vous me recherchez sur Git, vous avez un projet là-bas qui contient déjà ce code. Il y a l'état du projet tel qu'on l'a actuellement. Donc, on va terminer. Bon, c'était là. Bon. Ensuite, demain, donc, on va faire les formulaires réactifs. Avant donc de voir Firebase et Firebase hosting. Il faut que la connexion fonctionne. J'espère que le disque va remettre du crédit. Parce que pour Firebase, on a vraiment besoin d'être connecté. Sinon, bon, on ne pourra pas. Pour demain matin, il faut charger. Bon, vous leur demandez de mettre du crédit. Sinon, Firebase, on ne pourra pas. À moins que vous nous payez des passes de connexion. Parce que c'est une base de données dans le cloud. Bon, pour héberger aussi, on va dans le cloud. Oui. Pour développer l'application.